5 heures. 4 heures après l'arrivée de Xynthia sur les côtes vendéennes. À la Faute-sur-Mer, plus de 600 maisons sont submergées. Combien de personnes sont prises au piège? Impossible de le savoir pour le moment. Par chance, Charlotte Berlemont et sa famille ont réussi à s'enfuir, in extremis. Mon père me dit faut qu'on y aille, faut qu'on sorte. Ma mère qui savait pas nager s'est accrochée à mon père. Donc mon père et ma mère étaient devant, moi j'étais après et ma petite sœur qui était derrière moi. Donc là, La Faute-sur-Mer. Sur la côte atlantique française. Un petit coin de paradis balnéaire où des milliers de touristes aiment séjourner chaque année en vacances. Difficile d'imaginer qu'ici, dans cet endroit merveilleux, s'est déroulée l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières du siècle. Xynthia, une tempête qui a pris de court tous les spécialistes. C'est l'apocalypse, quoi. Parce que le vent se met à souffler, la mer commence à monter et là, on ne peut plus rien faire. C'était un flot de la largeur de 4 mètres avec un courant violent. Une tempête que des dizaines de personnes ont subie, prisonnières de leur domicile. Les gens étaient piégés dans leur maison. Il y a des personnes qui décrivent une montée continue de l'eau. 2,80 m d'eau dans une maison, il vous reste 4 cm d'air pour respirer. Une tempête si puissante qu'elle a soulevé les eaux de l'Atlantique et immergé des villages entiers sous plus de 2 mètres d'eau. Que s'est-il passé lors de ce week-end de fin février 2010? Pourquoi les experts n'ont-ils pas vu les signes précurseurs d'une telle catastrophe? C'est une violente tempête qui s'annonce. La plupart des régions sont en vigilance orange. Il y a une interdiction absolue de sortir pour cette nuit. Restez chez vous, surtout. Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui ont étudié le phénomène. Météorologues, ingénieurs et spécialistes des sols et de l'eau. Tous les effets sont cumulés. Il y a la conjonction de 3 phénomènes qui vont être pile au mauvais moment. Les équipes de secours, pompiers, spécialistes en gestion de crise livrent leurs témoignages. C'est la première fois que la Charente-Maritime est placée en vigilance rouge. Et ceux qui ont été frappés de plein fouet, les survivants, dont certains reviennent pour la première fois sur le drame. on regarde s'il y a des gens sur les toits et si les gens sont pas sur les toits, on savait qu'ils étaient décédés. Ma femme me regarde, puis elle me dit, mais ils sont pas tous morts. Voici l'histoire de la tempête Xynthia. Une catastrophe hors de contrôle. La Faute-sur-Mer. Dans cette petite station balnéaire française, située sur les côtes vendéennes, 800 personnes vivent à l'année. À moins d'1 heure de la célèbre ville de La Rochelle, ce village est très convoité pour sa situation géographique exceptionnelle. Posée sur une petite bande de terre à l'extrême sud de la Vendée, la Faute-sur-Mer offre une double exposition aux eaux de l'océan Atlantique. À l'ouest, la zone maritime du Pertuis breton et à l'est, l'estuaire du Lay. C'est un endroit assez atypique, puisque c'est une presqu'île. À l'ouest, vous avez l'océan. À l'est, vous avez la rivière qui est un fleuve. On vivait vraiment très bien. On avait d'un côté la plage, la forêt, la plage, et de l'autre, on avait le port avec la digue. Dès qu'on rentrait de l'école, enfin, dès qu'il faisait beau, on allait pique-niquer. Mais ce qui fait la beauté des lieux est source d'une grande fragilité. Dans certaines zones, la ville est dangereusement basse, jusqu'à 3 mètres sous le niveau de l'océan.
Sur les côtes vendéo-charentaises, il y a des falaises, mais aussi des zones de plages sableuses, des zones qui sont un peu plus basses aussi, des marais. Bien évidemment, dès que la côte est relativement basse, du moins où il n'y a pas de falaise, l'effet de ces vagues va être beaucoup plus important puisqu'il y a un risque de ce qu'on appelle de submersion marine, c'est-à-dire que la mer va monter très haut et donc submerger certaines zones. Seul élément de protection, un système de digues et de dunes placés de chaque côté de la ville. Du côté de l'estuaire du Lay, ces digues font près de 4 mètres. Elles ont été construites pour faire face aux caprices du fleuve. De l'autre côté, au bord de l'océan, des dunes naturelles font barrage à l'éventuelle montée de l'eau. Ce système de protection fonctionne parfaitement depuis des décennies. Les habitants de la Faute-sur-Mer et de la région alentour sont épargnés des caprices de leur environnement. Pourtant, ces digues ne seront pas suffisantes lorsque cette presqu'île sera le théâtre d'une catastrophe naturelle sans précédent. Dimanche 28 février 2010. À la Faute-sur-Mer, le tableau paradisiaque a radicalement changé. Ce qu'on voit, c'est un paysage avec une zone inondée, mais sur une très grande échelle, avec des maisons de temps en temps. Voilà. Et puis les campings inondés, les bungalows qui sont mis à flotter, sont mis un peu dans tous les sens. Tout est inondé, hein. Il y a plus d'1 mètre d'eau. Hein. Et certains endroits, l'eau stagne, reste, constitue des cuvettes. On se rend compte qu'on vient de vivre une catastrophe majeure pour le département. Pour comprendre comment cette tragédie hors du commun a pu se produire, il faut revenir 2 jours plus tôt. Vendredi 26 février 2010. À la Faute-sur-Mer, c'est le calme plat. Pourtant, au service de Météo France, l'inquiétude grandit. Depuis quelques jours, les experts ont repéré un phénomène étrange. À l'époque, Joël Collado est météorologue sur Radio France. Il se rappelle de la formation d'une tempête hors norme en plein cœur de l'océan Atlantique. Ça fait déjà quelques jours avant que l'on commence à avoir les premiers indices qu'il se passe quelque chose sur l'Atlantique. C'est-à-dire que les premières images satellites qui montrent qu'il se passe quelque chose, très au sud de chez nous, c'est à peu près le 23 février. Bas Collen est un ingénieur néerlandais, expert dans les systèmes de protection contre les inondations. Il a travaillé plusieurs années sur le cas de la tempête Xynthia en France. Nous avons vu qu'une forte tempête se préparait et les services météo ont observé le développement de cette dépression avec des hautes mers et de grosses vagues. Cette dépression colossale a pris son origine à 5000 km de la France, en plein milieu de l'océan Atlantique. Influencée par le jet stream, ce courant d'air soufflant vers l'est, elle a suivi une trajectoire anormale pour la saison. Au lieu de naître et de s'évanouir au large des côtes africaines, Xynthia a pris la direction du nord. À mesure de son avancée, elle a gagné en puissance au point d'être considérée aujourd'hui comme une dépression explosive. Samedi 27 février 2010, midi. Moins de 15 heures avant l'arrivée de la tempête. À la Faute-sur-Mer, le temps est au beau fixe avec des températures particulièrement agréables pour un mois de février. Difficile d'imaginer qu'à 600 km de là, le climat est tout autre. Sur la péninsule ibérique, au nord du Portugal et de l'Espagne, Xynthia a commencé son travail de destruction. 4 personnes ont perdu la vie. Et le pire est à venir. En progressant vers la France, la tempête s'amplifie.
Cette dépression était prévue passer dans la nuit de samedi à dimanche sur la France. Donc, premier pas, ça a été de mettre en vigilance orange une grande moitié nord de la France. Donc là, il y avait déjà une grande inquiétude sur le passage de cette dépression. C'est une violente tempête qui s'annonce. La plupart des régions sont en vigilance orange. Au total, 73 départements. C'est une tempête absolument énorme qui va envahir un grand nombre de régions. Et il y a une interdiction absolue de sortir pour cette nuit. Restez chez vous, surtout. Le souvenir de décembre 1999 est dans toutes les têtes. Ici, comme dans une grande partie du pays, les tempêtes Lothar et Martin avaient causé de lourds dégâts avec des vents dépassant parfois les 200 km/h. Celles qu'on avait appelées les tempêtes du siècle causèrent la destruction de milliers de maisons et coûtèrent la vie à 92 personnes en France. En 99, l'eau était rentrée, mais jusqu'à 3-4 km, quoi, ce qui était déjà important. Mais ça n'avait pas vraiment touché les habitations. À l'arrivée de Xynthia, 11 ans plus tard, toutes les peurs se focalisent sur le vent. À l'époque, le colonel Bruno Gervais est sapeur-pompier à La Rochelle. Il est en charge d'organiser le dispositif de secours en Charente-Maritime à l'approche de la tempête. À ce moment-là, une première réunion est organisée en préfecture pour évoquer les mesures de sécurité à prendre par rapport à cette vigilance orange. Au moment de Xynthia, on sait qu'on a une tempête importante qui arrive, qui va générer des vents qui vont être relativement violents. Donc les consignes, notamment de la préfecture, c'est de dire aux gens « calfeutrez-vous ». Le vent va être fort, fermez les volets. Ces consignes de confinement à domicile auront de funestes conséquences. « 27 février, 15 h. 12 heures avant l'arrivée de la tempête sur les côtes françaises. Pour le moment, à la Faute-sur-Mer comme ailleurs dans la région, le temps est toujours au beau fixe. Il fait même anormalement chaud pour un mois de février, avec une température de 14 degrés. Une situation classique avant l'arrivée d'une forte tempête. Il n'y a rien, c'est le calme parfait, le calme terrible avant la tempête, quoi. Il fait chaud, l'atmosphère est parfaitement calme et c'est trompeur, quoi, parce que la dépression est au large, dans le golfe de Gascogne, il est en train de migrer et de passer, de prendre encore de la vigueur. Au large des côtes françaises, Xynthia poursuit son chemin sur l'Atlantique. Il est 16 h quand Météo France prend la décision exceptionnelle de passer 4 départements en vigilance rouge. Cette fois, il est demandé aux populations d'être particulièrement attentives car le souffle de Xynthia sera probablement d'intensité exceptionnelle. Cette dépression, elle avait encore continué à exploser, continué à accélérer. Et les rafales de vent que l'on attendait étaient de l'ordre de 150 à 160 km/h. Et là, il a fallu prendre la décision de passer en vigilance rouge. Depuis la création de ces vigilances par couleur qui font suite à la tempête de 1999, c'est la première fois que la Charente-Maritime est placée en vigilance rouge. Donc on se doute qu'on va vivre un phénomène qui ne va pas être ordinaire en Charente-Maritime. Pire encore, un élément commence à inquiéter les spécialistes. Le niveau de l'océan, enregistré en temps réel, est en train de monter dangereusement. Ce soir, le coefficient de marée est annoncé à 102, un chiffre très élevé. Nous avons des marégraphes, donc des enregistreurs de la marée, qui sont en temps réel sur toutes les côtes de France, en métropole et en outre-mer, et y compris bien évidemment à La Rochelle et dans toute la région autour. Et le but d'un marégraphe, c'est d'observer le niveau de l'eau. Donc en fait, c'est un capteur qui va regarder le niveau d'eau et toutes les secondes, il donne la hauteur d'eau. Ça nous permet à nous d'enregistrer en temps réel toute cette marée et de voir les phénomènes de tempête, également des tsunamis. Les marégraphes confirment les prévisions. Ce soir, la grande marée, aussi appelée marée de vive eau, verra la mer monter très haut sur la côte atlantique. Associée à la tempête,
elle laisse présager une situation potentiellement dangereuse. Et les collègues se sont aperçus qu'en fait, cette dépression, elle avait une particularité, c'est qu'elle arrivait au moment de la marée haute, et qu'en plus, le coefficient de marée était particulièrement élevé. On sait que la conjonction du passage d'une dépression importante avec une marée significative, de Vivo par exemple, peut avoir un effet désastreux. Des vents intenses associés à une marée plus élevée que d'habitude, des dégâts sont à prévoir. Le problème, c'est que pour le moment, Xynthia ne se montre pas. Et lorsqu'elle arrivera, il sera malheureusement trop tard. « 22 heures. 6 heures après le déclenchement de l'alerte vigilance rouge. En prévision de la tempête, la majorité des habitants sont restés chez eux. La plupart ont fermé leurs volets. Une précaution qui paraît disproportionnée tant le vent à l'extérieur est faible. Charlotte Berlemont a 16 ans à l'époque. Elle vit avec sa sœur et ses parents à l'est de la Faute-sur-Mer, juste à côté de la digue et du port. C'est les vacances, c'est un samedi soir. On avait vu aux infos qu'il y avait annoncé donc, du vent, mais vraiment sans inquiétude parce que quand on s'est couché, très peu de vent. À moins d'1 kilomètre de là, sur le boulevard du Lait, vivent François Anil et sa femme. Eux non plus ne perçoivent rien de particulier, bien que des vents forts aient été annoncés. On n'est pas inquiet. Il fait relativement beau, ça attend d'hiver normal. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ramasse tout ce qui est dehors, pour pas que ça soit pris par le vent. Des trucs d'une banalité voilà, extrême, c'est le coup de vent. Et le coup de vent, il arrive dans la soirée. À 50 km du domicile des Anil, à la caserne des sapeurs-pompiers de La Rochelle, le colonel Bruno Gervais se prépare. Il sait que cette nuit sera mouvementée, mais il y est habitué. Des tempêtes, tous les ans, on en affronte, on en voit arriver sur nos côtes. Donc on est aux aguets, on est mobilisé, mais on n'est pas dans une attente d'un événement majeur. Mais mes parents, aucune inquiétude. Et même pour l'anecdote, ma mère nous a même dit « peut-être à demain » en rigolant. Les habitants de la Faute-sur-Mer vaquent donc à leurs occupations dans la crédulité la plus totale. Ils sont pourtant sur le point de vivre un drame auquel ils auraient pu se préparer. Une tempête qui va tout engloutir et les prendre au piège. Alors qu'une séquence d'événements catastrophiques est en train de se mettre en place en coulisses, les météorologues et les autorités ne se rendent compte de rien. Et aucun habitant n'est prévenu du danger extrême qui se profile sur la région. Les gens ont été prévenus d'une tempête, mais pas d'une probable inondation. Ils se sont donc calfeutrés chez eux en préparation de vents violents. Le drame de cette tempête, c'est qu'elle arrive la nuit, justement. Le second drame, c'est que l'un des conseils principaux, c'est ne restez chez vous, ne sortez pas. Il est minuit 15 quand moins de 4 heures avant l'arrivée de la tempête, la situation change soudainement. Ces images tournées par un caméraman au port de La Rochelle montrent la puissance du vent qui se lève. Xynthia approche. Le vent est juste en train de monter, donc je le consulte en attendant qu'il se passe quelque chose, puisqu'il ne se passe rien. Je consulte les sites météo pour voir l'évolution du vent. Il y a pas, le vent
Voilà, il se renforce, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Lentement mais sûrement, les éléments du scénario catastrophe se mettent en place. Avec ses vents d'ouest extrêmement puissants, Xynthia amplifie la marée haute en poussant la mer vers les rives. Alors qu'elle arrive vers les côtes, la tempête modifie en surface les courants marins. Telle une gigantesque soufflerie, Xynthia pousse l'océan vers le littoral et fait augmenter au niveau des rives sa hauteur générale. Une houle de plus de 7 mètres s'abat sur les côtes vendéennes. Les scientifiques appellent ce phénomène la surcote anométrique. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques constatent qu'à la surcote anométrique va bientôt s'ajouter un autre phénomène aggravant, la surcote barométrique. C'est très simple à imager. La pression atmosphérique appuie sur la mer, et si la pression atmosphérique est plus faible, comme dans une tempête, ça appuie moins, donc la mer monte. Au passage d'une dépression comme Xynthia, la pression atmosphérique baisse au centre de la tempête. Comme l'atmosphère est moins lourde sur l'océan, la mer gonfle et son niveau augmente encore un peu plus. Plus la tempête est forte et creusée, comme on appelle, donc la pression est faible, plus le niveau d'eau va déjà monter. Les paramètres s'additionnent. Une pleine mer de vive eau, une surcote barométrique, associée à une surcote anométrique, le danger est à son maximum. « 1h30. Plus que 3 heures avant la catastrophe. Sur les côtes vendéennes et charentaises, alors que de nombreux habitants dorment, inconscients du monstre qui s'approche, Xynthia se fait sentir de plus en plus. On va avoir une montée progressive du vent vers 1h30 du matin. À la Faute-sur-Mer, Charlotte Berlemont est inquiète. Moi, je me réveille, j'entends un gros bruit, un bruit sourd qui me réveille. Et j'entends qu'il y a beaucoup de vent. À ce moment-là, déjà, ça fait une bonne demi-heure que ça souffle vraiment fort, qu'on a un ressenti à la caserne, dans les portes de remise notamment, où on voit que ça y est, c'est en train de se développer, quoi. Tous les effets sont cumulés. Un fort coefficient, une très forte tempête, au moment de la pleine mer. La conjonction de 3 phénomènes qui vont être pile au mauvais moment. Tous les facteurs sont là accumulés. Et au moment où la mer est le plus haut, la tempête est la plus forte, la surcote est la plus forte. Ce n'est que le début d'une catastrophe qui va ne faire que s'aggraver. 3h30. 2 heures après les premiers signes de la tempête, l'œil de Xynthia frappe les côtes françaises. Comme ils l'avaient redouté, les scientifiques voient les éléments s'enchaîner et même s'emballer. Le pire est à craindre. Dans certains ports, les pontons sur lesquels les bateaux sont amarrés sont passés au-dessus des pylônes qui les retiennent. Donc, il n'y a plus rien qui les retenait. Tous les pontons et les bateaux sont partis et ont été poussés par les vagues, le vent. Certains bateaux ont été projetés sur les quais, voire au-delà, sur les côtes, sur les plages. Et il n'y a pas que sur les côtes que Xynthia agit. 3h50. Alors que la tempête fait rage, à la Faute-sur-Mer, le niveau d'eau de l'estuaire du Lay grimpe dangereusement et menace les digues de protection. Le débordement semble imminent. On va avoir l'eau qui va monter d'un côté et l'autre côté qui est pour le moment protégé. La situation dégénère très vite. 4 heures. Xynthia pousse d'immenses vagues dans l'estuaire du Lay depuis presque une demi-heure. Cette fois, la hauteur des digues est insuffisante face à la montée de l'eau. La Faute-sur-Mer est maintenant à la merci du Lay, qui, poussé par la houle, atteint des hauteurs records.
La digue, c'est juste un fusible. Et d'un coup, l'eau va passer par-dessus l'ouvrage. En l'espace de quelques minutes, l'eau se déverse par-dessus la digue. Elle s'écoule à vitesse grand V dans les zones protégées. Ces zones, elles sont complètement inondées en pleine nuit au moment du passage de la tempête Xynthia. Pire encore, les vagues, en plus d'alimenter la submersion de la zone, détruisent peu à peu les digues. Matthijs Kok est spécialiste des systèmes de protection contre les inondations à l'université de Rotterdam. On parle de vagues très puissantes ici, capables de détruire des digues ou des dunes de protection si elles ne sont pas assez solides pour faire face à une telle tempête. En effet, les vagues qui passent violemment au-dessus de la digue attaquent progressivement sa structure, en ruisselant de l'autre côté. C'est ce que les experts appellent le ruissellement abrasif. Ce phénomène s'accélère à mesure que la hauteur de la digue diminue sous l'assaut des vagues. Sébastien Dupré est ingénieur, expert dans les systèmes de défense face aux inondations. Si on a un ouvrage qui casse, qui rompt, là on aura certes un volume d'eau qui va rentrer, mais en plus avec une vitesse extrêmement importante qui pourra créer des dégâts encore plus importants sur le bâti, sur d'éventuelles personnes qui se trouveraient là et qui se croyaient protégées derrière l'ouvrage, parce que les vitesses sont très importantes. Autre phénomène, alors que l'eau frappe la digue depuis plus de 2 heures, le choc répété des vagues fragilise dangereusement la protection. L'eau s'infiltre progressivement et crée des brèches à plusieurs endroits, affaiblissant la digue jusqu'à sa destruction. Il y a une brèche qui se forme soudainement et toute l'eau arrive d'un coup. 4h15. François Agnil et sa femme, les résidents de la Faute-sur-Mer sur le boulevard du Lay, s'aperçoivent que le vent n'est pas le seul élément à s'engouffrer dans la ville. Après avoir vu la tempête gagner en puissance, ils voient maintenant l'eau de l'océan s'inviter dans la rue. Cette nuit, on ne dort pas sur nos 2 oreilles. Et puis, on se lève régulièrement. On est couché, mais on se lève. Et à un moment, on voit un filet d'eau, gros comme le bras, arriver là au fond du jardin. Mais c'est pas un filet d'eau, c'est comme un gros serpent. Vous voyez, c'est un gros serpent dont on sent qu'il y a de la force. Il n'arrive pas comme ça. Il y a une force de courant qui arrive à ce moment-là. C'était un flot de la largeur de 4 mètres avec un courant violent. Tous les habitants de la Faute n'ont pas la chance de s'apercevoir du drame qui se déroule à l'extérieur. Les gens dorment chez eux, n'ont pas forcément conscience que la mer peut venir. En 20 minutes, l'eau, elle monte de 1 mètre dans certains secteurs. « 4h30. La Faute-sur-Mer s'efface à mesure que les vagues déferlent au-dessus de la digue. Dans certains endroits, la hauteur d'eau dépasse déjà les 1,30 m. Et le problème, c'est que située en dessous du niveau de la mer, la zone est particulièrement vulnérable. L'eau s'accumule et ne s'évacue pas, ce qui va faire qu'on va avoir une élévation vraiment exceptionnelle du niveau de la mer à cet endroit, pour des caractéristiques liées à la tempête, mais également pour des caractéristiques qui sont vraiment liées au secteur. On a des zones basses qui sont des marais maritimes, qui sont protégées par des digues, et en l'occurrence, ces digues, elles ont été soit submergées, soit bréchées, et on a des vastes surfaces qui ont été complètement inondées à ce moment-là. Et nous, on attend que ça redescende. Sauf qu'à un moment donné, ça s'arrête.
C'est là où on comprend ce qu'on savait, mais qu'on n'avait pas intégré, c'est qu'on est dans une cuvette. Donc quand l'eau elle est rentrée, elle ne ressort plus. À la Faute-sur-Mer, une grande partie des habitations se trouve sous le niveau de la mer. Ces quartiers sont devenus de vrais bassins, où l'eau stagne et ne s'évacue plus. Grégoire Liège est sapeur-pompier en Charente-Maritime. Il se souvient des premières maisons touchées. La digue a cédé et les maisons ont pris carrément la vague en pleine face et ça a arraché les baies vitrées, ça a arraché les volets. À l'arrière, la situation est tout aussi dramatique. Alors que la mer déferle dans les rues depuis près de 10 minutes, François et Charlotte, les habitants de la Faute-sur-Mer, découvrent avec effroi que l'eau monte progressivement dans leur maison. Là, c'est l'adrénaline, hein. Ça fait un coup. Et là, je sens vraiment de l'eau, mais c'était vraiment au pied. Puis l'eau monte doucement. Et en fait, à ce moment-là, on a fait une erreur. Enfin, on laisse tout fermer. Ce que François Anil ne sait pas, c'est que l'eau, en s'accumulant dans les rues, crée une immense pression à l'extérieur des maisons et empêche les habitants d'ouvrir leurs portes. Quand l'eau se déverse dans les rues, en poussant sur votre porte, ça devient très difficile de quitter sa maison. Et quand vous avez 1 mètre d'eau dehors, 1 mètre d'eau, c'est 1 tonne. Et là, on essayait d'ouvrir la porte et impossible. On était bloqués dans la chambre. Les habitants de la Faute-sur-Mer se retrouvent enfermés dans leur propre maison. Les gens ont été piégés dans leur maison. C'est étrange parce que c'est un endroit où l'on se sent en sécurité normalement. On s'y enferme pour se protéger, mais là, ils en sont devenus prisonniers. Pire encore, quand certains tentent de s'enfuir par les fenêtres, ils s'aperçoivent que les volets électriques qui équipent leur maison sont rendus inopérants par la coupure de courant. Avec la coupure de courant, les gens étaient coincés dans leur maison. Ils n'ont pas compris ce qui arrivait. Ils n'avaient pas été prévenus. C'est une conjonction d'événements dangereux. Et c'est souvent ce qu'il se passe lors de catastrophes de ce type. Tout se synchronise. On a beaucoup de constructions qui sont pourvues de volets roulants électriques qui deviennent potentiellement inopérants en cas de coupure électrique, ce qui se produit généralement en cas d'inondation. Les gens ont été prévenus d'une tempête, de vents violents. Ça, ils le savaient. Mais peu ont été prévenus qu'il y avait un petit risque d'inondation. Ils n'ont pas pu prendre les mesures nécessaires, comme laisser une porte ouverte pour se donner une échappatoire. Ils étaient piégés et les volets électriques qui devaient les protéger du vent ne fonctionnaient plus. Dans ce cas-là, la coupure d'électricité a été un gros problème. Mais c'est surtout le manque de prévention et de conscience du risque. C'est le plus important pour éviter la catastrophe. Les systèmes électriques sont faillibles. Il ne faut pas en être dépendant. Tout est une question de communication à l'approche d'une telle tempête. Les gens doivent être conscients des risques et savoir comment agir pour se mettre en sécurité. Un autre élément vient acculer les habitants. À la Faute-sur-Mer, énormément de maisons sont construites de plain pied. Sans étage pour se réfugier, leurs habitants sont en grand danger face à la montée de l'eau. Les maisons construites dans les dernières décennies étaient toutes de plain pied, faites pour des personnes âgées qui ne venaient pas de la région. Même les toits des maisons sont difficilement accessibles. Très peu de constructions permettent une évacuation par le haut, puisqu'on n'a pas de fenêtre de toit ou très peu.
Les gens vivent au rez-de-chaussée et ils ne peuvent pas aller sur le toit à cause du plafond et de l'eau à l'extérieur. Donc on va avoir une inondation très rapide de la zone et en plus, à l'intérieur de ces constructions, l'impossibilité d'évacuer parce qu'on est entouré d'eau et qu'en plus on ne peut pas difficilement se réfugier en hauteur sur le toit. Un autre problème se pose aux habitants. Les portes et fenêtres, qui freinaient jusqu'à maintenant l'entrée de l'eau dans les maisons, ne sont plus suffisamment résistantes pour supporter l'immense pression extérieure. Au bout d'un moment, paf, tout pète. Donc les meubles, tout ça, ça traverse la pièce, puisque d'un coup, on rajoute 1 mètre d'eau dans le niveau de la maison. Et il y a dû avoir une deuxième vague qui est arrivée. Et là, ça a pété la porte. L'eau s'infiltre alors si rapidement qu'elle crée un courant dévastateur. Ça casse tout. C'est pas parce que c'est de l'eau, mais ça casse tout. Tout vole en éclats. Il y a plein de trucs qui flottent, dans tous les sens. C'est un truc à se prendre sur la tête et puis on n'en parle plus. Protégée par ses façades, la maison voit le niveau d'eau monter plus lentement qu'à l'extérieur. Résultat, l'eau est moins haute à l'intérieur de l'habitation que dehors. Une forte pression s'exerce alors contre les murs, portes et fenêtres. Quand toutes ces ouvertures ne sont plus capables de supporter le poids de l'eau extérieure, elles cèdent et l'eau s'engouffre à l'intérieur. Effectivement, quand l'eau monte sur un mur ou sur une baie vitrée, il peut arriver à un niveau d'eau où la baie vitrée ou le mur va s'effondrer. Sous la pression de l'eau, vous avez par exemple les baies vitrées qui vont exploser. Et là, on a un flux d'eau qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement violent. En fait, c'est passé tellement vite qu'on réalise mais vraiment pas. C'est passé vraiment entre le moment où j'ai posé le pied par terre, où je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau. Je pense qu'il s'est passé un quart d'heure, 1 minute, pas plus. Vraiment, ce qui m'a le plus surpris, c'est la vitesse avec laquelle c'est arrivé. Vraiment des vagues, et ça venait par vagues. Le plus inquiétant, c'est que l'eau continue de monter. Il y a des personnes qui décrivent une montée continue de l'eau et avec une interrogation jusqu'où ça va aller. Parce que voilà, quand est-ce que ça va s'arrêter? Vous êtes dans votre maison, vous êtes sur votre table, vous avez grimpé et là le niveau monte. Et cette deuxième vague, où c'est monté, mais à une vitesse impressionnante. Dans certains quartiers, l'eau atteint près de 3 mètres. Certaines personnes se retrouvent alors dans des situations à peine croyables. 2,80 m d'eau dans une maison, ça veut dire qu'il vous reste 4 cm d'air entre l'eau et le plafond pour respirer. Le niveau d'eau monte très vite. Ça surprend tout le monde. C'est une situation très dangereuse. Il est maintenant 4 heures passées. Les secours prennent conscience de la gravité de la situation. Moi, je suis au centre de traitement des appels et au centre opérationnel départemental. Aux appels, un opérateur me dit qu'il a reçu un premier coup de fil avec quelqu'un qui lui dit qu'il a de l'eau jusqu'aux genoux et qui m'a rappelé il y a quelques minutes en me disant que le niveau continue à monter et qu'il avait de l'eau jusqu'à la taille. Et depuis, je n'arrive plus à le joindre, il ne me donne pas de nouvelles. Voilà, soit son téléphone est tombé à l'eau, soit il n'est plus en capacité de me répondre. La vraie particularité de l'événement Xynthia par rapport à d'autres événements d'inondation, c'est que l'ensemble des décès par noyade sont tous localisés à l'intérieur de constructions résidentielles, qui s'explique en très grande partie par l'effet de surprise lié à l'événement qui se produit de nuit et par la configuration et la localisation des constructions résidentielles qui, à ce moment-là, en fait, forment un piège pour les occupants de ces constructions. 5 heures. 4 heures après l'arrivée de Xynthia sur les côtes vendéennes. À la Faute-sur-Mer, plus de 600 maisons sont submergées. Combien de personnes sont prises au piège? Impossible de le savoir pour le moment. Par chance, Charlotte Berlemont et sa famille ont réussi à s'enfuir, in extremis.
Mon père nous dit faut qu'on y aille, faut qu'on sorte. Ma mère qui savait pas nager s'est accrochée à mon père. Donc mon père et ma mère étaient devant, moi j'étais après et ma petite sœur qui était derrière moi. Donc là on traverse tout le couloir, mon père qui poussait devant, les meubles qui flottaient. Et par miracle on a eu la porte d'entrée qui était ouverte, qui avait dû être défoncée par la vague, donc elle a été ouverte. Et là on est sortis et puis je me rappellerai toujours quand on a passé la porte, vraiment ce moment où on a vraiment plus que la tête pour respirer. Donc on monte sur le toit et même sur le toit on s'est dit on n'est pas en sécurité. Grégor Liège fait partie des pompiers dépêchés sur place. Pris de court par la violence et la rapidité du passage de Xynthia, il ne peut que constater son impuissance. Je me rends compte de l'ampleur des dégâts et surtout de l'avancée de la mer dans les terres. Et je me dis que c'est quand même pas possible. On a peut-être 1 kilomètre à faire. Et là, déjà, on a le niveau d'eau qui est à 50-60 cm sur la route. Et ben donc là, j'ai dit à mon conducteur, je pense que ça va être très compliqué qu'on aille jusqu'au bout. En fait, l'adresse où on allait, c'était vraiment au ras de la mer. Ça a mis du temps avant que les pompiers arrivent. En fait, on savait pas s'ils étaient au courant qu'il y avait eu de l'eau chez nous. On s'est dit, mais c'est pas possible, pourquoi ils mettent autant de temps? Et ben après, forcément, ça s'explique. Est-ce qu'ils n'arrivaient pas à passer? Je pense qu'ils ont été tellement pris de court. On ne sait pas jusqu'où ça va monter le niveau. Ça s'est arrêté à 1,50 m dans la rue, peut-être 1,60 m. Moi, mon but, c'est d'aller chercher les gens, de les mettre en sécurité sur le camion. Là, pour le coup, on est véritablement sur du sauvetage de vie. Et donc, on va engager nos moyens pour sauver des gens et les extraire de zones inondées ou de pavillons qui sont sous l'eau. Pour ces pompiers entraînés et expérimentés, cette situation est sans précédent. Le chef de salle vient me voir et me dit on n'a plus de moyens, on a tout engagé, qu'est-ce qu'on fait? Mais manifestement, il va falloir qu'on soit aidé pour arriver à affronter cette situation. 5h15. Si la tempête vient tout juste de passer, la situation d'urgence, elle, ne fait que commencer. Des centaines de personnes sont encore coincées sous les eaux. Leurs vies sont en jeu. À partir de maintenant, chaque minute compte. Les habitants submergés courent un très grand risque. Police 17 de VLCG Mireuil. 5h30. Impossibilité pour la VLCG d'accéder rue du Maréchal Juin. À la Faute-sur-Mer, comme ailleurs dans la région, le combat des pompiers se fait contre l'eau et le temps qui défile. Les maisons peuvent abriter des personnes en danger de noyade. Chacune doit être scrutée. Dans la nuit, très tôt, on a demandé des hélicoptères parce que l'hélicoptère est vraiment le vecteur qui permet de s'affranchir des problèmes de circulation et de cheminement. Il va y avoir d'engager en Charente-Maritime et en Vendée une douzaine d'hélicoptères. Un travail de sauvetage hors du commun qui dure de longues heures. « 8h30. Les secours sont à l'œuvre depuis maintenant 3 heures. À la lumière du jour, la catastrophe prend encore plus d'ampleur. L'eau est présente jusqu'à 15 km à l'intérieur des terres. Les rescapés sont réfugiés sur les toits depuis plusieurs heures. Les champs, lotissements, routes et chemins, tout a disparu sous les eaux. Sur la presqu'île de la Faute-sur-Mer, l'eau a atteint des niveaux records. La ville est isolée, coupée du monde par la montée des eaux. Charlotte Berlemont et sa famille sont restés toute la nuit sur le toit de leur maison. Ils prennent maintenant conscience de la réalité qui les entoure. Le soleil s'est levé, il n'y avait pas plus un nuage, plus de vent, c'était un grand soleil. Et on met la tête et il n'y avait vraiment que des toits à perte de vue. Des toits, des toits, des toits. Tout est inondé, hein. Il y a plus d'1 mètre d'eau. On n'entendait pas un bruit, il n'y avait plus rien, c'était le silence. Ma femme me regarde, puis elle me dit, mais ils sont pas tous morts. On
On se dit, est-ce qu'il y a des gens? On regarde s'il y a des gens sur les toits, et si les gens sont pas sur les toits, on savait qu'ils étaient décédés. Il y avait beaucoup de maisons qui étaient habitées. Il y avait des gens à côté de nous qui n'étaient pas sur les toits, on savait que c'était des personnes assez âgées, on savait qu'ils étaient décédés. Le bilan est très lourd. La tempête Xynthia a coûté la vie à 59 personnes en Europe, dont 47 uniquement pour la France. Pour tenter de sauver les derniers rescapés, d'importants moyens sont mis en œuvre. Les pompiers sortent les Zodiacs pour épauler les hélicoptères et entament une opération de grande ampleur. Plus de 1000 sapeurs-pompiers se mobilisent, soutenus par 210 véhicules d'intervention. Une atmosphère pesante. La première vision, c'est des gens qui sont ébahis, qui sont un peu prostrés par rapport à ce qu'ils constatent et ce qu'ils ont vécu durant la nuit. Au lendemain de la tempête, les rescapés et les spécialistes commencent à se poser des questions. À La Faute-sur-Mer, la commune la plus touchée avec 27 personnes disparues, les experts réalisent que beaucoup de maisons récentes ont été construites dans des zones trop basses et que les digues qui devaient protéger la commune n'étaient pas à la hauteur ou trop vétustes. En fait, on a fait des maisons sans revoir le système de protection de ce territoire. Il y avait des digues qui avaient été construites, mais il y avait des vaches. C'était pour protéger des vaches. Par définition, ces zones, elles sont à peu près au niveau de la mer. Donc, par définition, elles peuvent être inondées par la mer si les digues sont amenées à rompre. Les conséquences de la tempête Xynthia amènent le gouvernement de l'époque à prendre des décisions radicales. À peine un mois après la catastrophe, 600 maisons sont rachetées puis détruites sur la commune de La Faute-sur-Mer, qui en comptait 3700 avant la tempête. Ces maisons sont les plus vulnérables aux inondations, parce qu'installées dans les zones les plus basses. « 300 autres sont rasées dans le reste de la Vendée, dans ce qui sera par la suite appelé les zones noires. Une mesure qui traumatise encore un peu plus les survivants. On se disait, on va revenir dans la maison. On s'imaginait pas du tout qu'un jour, la maison allait être rasée, qu'on n'allait pas y retourner. Non, c'est vrai que c'était très très rapide. Cette mesure des zones noires, elle est critiquable dans la façon dont elle a été mise en place, mais sur le fond, c'est une stratégie tout à fait pertinente de gestion du risque d'inondation. Au problème d'urbanisme s'ajoute le manque d'information. Il a pesé lourdement dans cette catastrophe. Les procédures de prévention à l'époque ne prenaient pas en compte le risque de vague submersion. Au lendemain de Xynthia, Météo France a donc décidé de rajouter cette donnée à ses cartes de vigilance. Bien évidemment, Xynthia, ça a été un grand changement pour nous. Ça nous a montré qu'il était possible qu'il y ait une tempête de cette ampleur qui puisse toucher les côtes de France et qui puisse générer une surcote aussi forte. On a vraiment atteint un niveau de surcote que nous n'avions jamais enregistré. À cette époque-là, il n'y avait pas les moyens officiels de les diffuser, parce que la carte de vigilance ne permet pas de le diffuser, il n'y a pas le paramètre vague submersion. C'est toute la difficulté à cette époque sur lequel nous avons travaillé beaucoup pour modéliser justement avec les modèles de Météo France, avec Météo France et le CHUM, donc pour pouvoir prédire l'arrivée de ces tempêtes sur les différentes côtes de France, que ce soit en Atlantique, en Manche ou en Méditerranée. Donc on a ces éléments-là maintenant, et donc il y a eu une évolution. La tempête de 99 a créé les cartes d'alerte météo avec le code de couleur que l'on connaît. La tempête de 2010 a rajouté ce risque de submersion, donc il est pris en compte. Après la catastrophe, de nombreux rescapés partent de leur maison et laissent derrière eux toute une vie détruite par les flots.
Les équipes de secours aussi gardent en mémoire la brutalité de cet événement. Même si on est dans l'action, on est formé, on est entraîné pour faire face à beaucoup de surprises dans notre carrière, on garde beaucoup de souvenirs d'épreuves comme ça. C'est des images d'enfants qui sont évacués en pyjama. Humainement, c'est pas anodin. Xynthia a durablement marqué les esprits. Aujourd'hui encore, elle fait partie des tempêtes les plus meurtrières que la France ait connues sur son territoire. Avec le réchauffement climatique, une catastrophe similaire n'est pas à exclure. On s'est aperçu que la tempête Xynthia, c'était quelque chose qui arrivait, je dirais, tous les 100 ans, un peu plus de 100 ans. Donc logiquement, on pourrait dire que non, mais on sait bien que la nature est capricieuse. Elle en fait qu'à sa tête. Donc elle est tout à fait capable de nous refaire une tempête Xynthia à tout moment. Même si les statistiques c'est une chose, les mathématiques c'est une chose, la nature a ses propres règles. Donc une tempête Xynthia, ça peut arriver. Alors ça peut arriver sur les mêmes côtes, mais ça peut arriver à un autre endroit, bien évidemment, des côtes de France, en Méditerranée, en Manche. Et là, par contre, c'est possible. Avec ses vents puissants et son incroyable force exercée sur l'océan, Xynthia rappelle le potentiel destructeur des éléments. Une nature qui peut à tout moment devenir hors de contrôle.